Merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Lelièvre, le rédacteur en chef et le CEO de l'AGFI. Ravi d'être partenaire média de ces Trading Day de Swissquote 2025. L'intelligence artificielle, c'est le thème de cette table ronde. Il va démarrer dans un instant. L'IA, mais pas n'importe quelle IA. Oubliez les 7 magnifiques, oubliez Nvidia, Apple et Amazon. On va parler d'une autre intelligence artificielle, celle qui va vraiment transformer l'économie, vraiment transformer la manière dont vous construisez votre portefeuille d'investissement. Et j'espère qu'à la fin de cette table ronde, vous repartirez en disant « Je sais ce qu'il faut que je fasse. Et comment ça se fait que je ne l'ai pas déjà fait ?» Tout cela va être expliqué par nos 3 excellents intervenants que j'invite à me rejoindre sur scène. Ne tombez pas en montant les marches, venez seulement. On peut applaudir Xavier Comtesse, président de... Venez seulement. Installez-vous. Xavier Comtesse, président de Manufacture Thinking, un centre de réflexion indépendant qui mise sur l'intelligence collective, sur nous tous, amplifié par l'IA. Xavier était aussi une excellente chronique dans l'AGFI, hebdomadaire, placement de produits, et que je vous invite à lire. C'est une excellente veille technologique. À côté de lui, Pascal Eichenberger, bienvenue à vous également, fondateur et directeur de Elite Brain, une société qui aide les dirigeants d'entreprises à réinventer leur manière de travailler et de décider, évidemment grâce à l'intelligence artificielle. Et enfin, Delphine Sétier, bonjour et bienvenue à vous également, secrétaire générale d'Alp ICT, c'est la plateforme de promotion numérique soutenue par les cantons de Suisse occidentale et le SECO, le secrétariat d'État à l'économie. Donc bienvenue à tous les 3. L'IA redessine l'économie, pas seulement la technologie, mais comment transforme-t-elle les entreprises suisses? Ce sera une première question à laquelle on répondra. Deuxième question, une fois qu'on y aura répondu, comment est-ce que ça bouleverse l'univers d'investissement? Vous pourrez bien sûr poser vous-même vos questions à nos intervenants à la fin de cette table ronde qui va durer 25-30 minutes à peu près. Il y a des personnes en ligne, je les salue également. Elles pourront nous envoyer leurs questions via le chat. Sans plus attendre, Delphine, je commence avec vous. Vous avez une vue, je dirais, imprenable de votre plateforme ICT sur le paysage des entreprises suisses. Mais soyons concrets. Comment est-ce que l'IA transforme les entreprises suisses? Oui, effectivement. Alors bonjour à toutes et tous. J'ai cette chance de pouvoir être au plus proche du tissu économique suisse romand, qui est riche. Peut-être avant de répondre à cette question, je trouvais intéressant de comprendre ce tissu économique roman et finalement quelle était aussi la valeur ajoutée ou en tout cas ce qu'on sait faire de mieux. Et si on regarde d'un petit peu plus près l'ensemble du tissu économique, on se rend compte qu'on est très fort dans ce que je nomme le last mile, donc vraiment le dernier kilomètre, et dans l'exigence que l'on a à exécuter le final. On peut je ne sais pas si j'ai le temps de développer... Le dernier kilomètre qui arrive de Californie jusqu'ensuite, c'est ça qu'on développe? Exactement. On peut le voir avec l'horlogerie, sur tout ce qui concerne les micro-nanotechnologies, le train aussi, finalement, on est très fiable, très ponctuel, et aussi dans le service, on a des grandes écoles hôtelières, et dans la finance, je pense que vous le connaissez mieux que moi, mais on a cette relation hautement personnalisée avec le client, donc c'est vraiment ce bout, ce dernier kilomètre le plus dur à faire. Alors concrètement, un ou deux exemples, horlogerie ou autre? Par exemple, quand on fabrique des médicaments, on a le dosage, on a la sécurité, on a le traçage, la traçabilité. Tout ça, c'est ce que les Suisses savent faire, c'est ce fameux last mile. Et ça, on le faisait avant l'intelligence artificielle. Absolument. Aujourd'hui, la question, c'est comment on intègre cette intelligence artificielle qui a des grandes capacités dans notre valeur ajoutée, qui est ce fameux last mile, donc l'IA last mile. Alors comment ? Alors j'y vais. J'ai l'impression d'avoir beaucoup la parole au début. Si on prend 2 éléments qui me semblent assez importants pour répondre à la question, et je vais y répondre, Frédéric. La première, c'est que l'intelligence artificielle est aujourd'hui une affaire industrielle. On n'est plus dans les laboratoires de recherche. À titre d'exemple, les 5 modèles d'affaires, les 5 modèles d'intelligence artificielle les plus
puissants au monde. Un seul est open source. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle se consomme sous forme de licence. Donc il faut payer. Exactement. Et le deuxième point, c'est que cette intelligence artificielle, elle est accessible à toutes et tous. Et qu'aujourd'hui, les entreprises, et j'en arrive à ce point-là, on conseille plutôt d'utiliser des modèles puissants qui existent et non pas de réinventer Google, puisque c'est pratiquement impossible avec les investissements que les géants de la tech font dans les nouvelles technologies. Et donc d'arriver et de se positionner, c'est une piste, comme finisseur de solutions d'intelligence artificielle, en proposant quelque chose de robuste, et aussi de très adapté au terrain. Un Swiss finish, en quelque sorte. Voilà, exactement. Et là, j'ai 3 exemples que j'ai amenés avec moi, parce rapidement, qu'on voulait des cas pratiques. Ah ouais, je vais être pratique. Hein. Je vous les donne rapidement. UBS, ils ont récemment commandé 50 000 licences ChatGPT. Je ne sais pas pourquoi ça va être utilisé, mais en tout cas, ça montre qu'ils utilisent les meilleurs IA. Et un autre exemple qui est un petit peu plus roman, c'est l'affaire Genève, qui propose en fait un juriste virtuel dans le droit du travail. Et c'est assez bien fait. C'est accessible aussi via une licence où on achète ça. Et ils se sont basés sur ChatGPT. Donc ça montre finalement qu'on utilise les meilleurs IA pour faire du finishing. C'était 2 exemples. L'IA à la Smile. C'était 2 exemples, le troisième. Après, le troisième exemple est un peu plus regardez pour plus tard. varié. Gardez-le pour plus tard. Non, je l'ai. Non, c'est tout ce qui concerne les startups. Puis je ne vais pas toutes les nommer, mais il y a Waspirit ou d'autres startups qui utilisent ces gros modèles pour proposer des services spécialisés à des clients. D'accord, merci beaucoup. Xavier, vous adorez aller vous promener dans la région, visiter les entreprises, frapper à leurs portes. Est-ce que vous auriez un exemple d'une entreprise peut-être un peu inattendue qui s'est mise à utiliser l'IA, peut-être dans l'industrie ou que sais-je? Oui, alors, on croit toujours que c'est pour les entreprises modernes, IT, développées, les banques, Swissquote. Non, nous, on suit une trentaine d'entreprises, dont une, elle est issue de la première révolution industrielle. Ils font de la fonte, ils font des vannes pour les services d'eau, pour les services d'incendie, des choses comme ça. Des vannes en fonte, première révolution industrielle. Ils ont inventé un truc génial. Vous voyez, quand ils placent chez les clients ces vannes, il y en a qui ont été placés il y a 20 ans, 40 ans, 50 ans. Donc ils ne savent plus très bien où ils sont, etc. Bon, on peut donner le nom de l'entreprise? Oui, Claval. Claval. Juste ici. D'origine américaine, non? Claval, ça appartient à une société américaine, mais il y a le centre européen et le reste du monde en Suisse. Et cette entreprise, elle est juste ici, à Romanel. Alors, les gars de IT ont une idée absolument géniale, vous allez voir. Ils se sont dit, on va entrer dans notre banque de données par la photo. Donc, iPhone, vous prenez une photo de votre vanne, géolocalisation, ils savent qui est le client. La photo, via l'IA qui va analyser la photo, ils savent quand ils l'ont vendue, quel est le modèle, quelle est la grandeur, etc. etc. Donc l'IA utilisée comme entrée dans la base de données. Ils ont tout de suite 2 millions d'économies. Mais voyez l'idée. Pourquoi 2 millions d'économies? Comment ça se fait? Parce qu'avant, il y avait des gars qui faisaient le service après-vente. Loin. La photo. Et tout d'un coup, regardez, vous avez déjà remarqué à quelle dextérité sur votre iPhone, l'IA change les photos, améliore les photos, tout ça. Bon, l'IA, pour analyser des photos, il n'y a rien de tel. Donc là donc, pour que tout le monde ait bien compris, ce sont des vannes pour la distribution, par exemple, de l'eau. Ouais. Et donc, on prend en photo la vanne, et puis ça va me dire si elle est vieille, elle est neuve. Très bien répété. Il est dans... Le numéro de la vanne. Il est dans les médias, il répète. Non, mais c'est juste, c'est ça. Mais imaginez-vous, jusqu'à maintenant, on faisait des références, on tapait sur un clavier, on devait trouver le numéro de référence, aller chercher... Tout ça, c'est terminé. Photo. On fera ça en médecine. Photo. Hein? On va aussi pouvoir faire ça avec la voix. En fait, on va changer complètement le monde. On avait une approche par les nombres, par les références. On va faire ça par la photo, la voix, le visage. C'est ça qu'il faut s'imaginer. Donc l'IA, ça concerne des activités a priori, de la fonte, on
on ne fait pas forcément le lien directement, mais en fait, c'est ce qui est intéressant dans l'exemple que vous donnez. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est qu'il faut repenser la manière dont on pense le monde. Alors ça, c'est une question philosophique. Ça, c'est la base. On va y revenir. Pascal, je termine avec vous ce premier tour. Qu'est-ce que vous inspire ces exemples ou ces réflexions sur ces entreprises qui se transforment peut-être des fois comme on n'y attend pas? Alors, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis sorti de l'école polytechnique en 98, au moment où Internet en fait commençait à prendre de l'ampleur. Donc, j'étais très au fait de ce qui allait se passer. Et qu'au moment où je sens en fait l'IA émerger, je comprends tout de suite qu'en fait le monde va changer. Donc c'est pour ça que j'accompagne ce tsunami. Et une des choses contre laquelle il faut un peu lutter, c'est que on a parlé, voilà, il y avait dans les années 80 Xavier il donnait des cours aux secrétaires pour qu'elles s'habituent au PC parce qu'en fait on n'était plus à taper sur des machines. Après on a parlé de transition digitale, vous utilisez tous Word, hein? Mais on sait tous, et on ne le dit pas publiquement, bien sûr, mais en fait, la transition digitale, elle n'a pas eu lieu. Swissquote, c'est une banque digitale, elle est née comme ça. L'UBS, ils utilisent des ordinateurs, mais ils n'ont pas changé de nature. Donc la transformation digitale, c'était un peu un truc de consultant. Et je pense que maintenant, avec l'IA, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur en termes de niveau de changement. C'est un truc qui est absolument ahurissant. Alors quand on accompagne ça, c'est bon art. Maintenant, pour des sociétés existantes, c'est des fois un petit peu plus difficile. Mais c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut regarder de loin en se disant oui, on a le temps, on fera ça plus tard. C'est pas une transformation, c'est une mutation. Il faut adapter, il faut voir comment la chaîne de valeur va se transformer complètement. Et l'autre chose qu'on peut noter, c'est que non seulement elle est de grande importance, cette mutation, mais elle est aussi extrêmement rapide. Et ça n'a pas été comme ça avec le numérique, hein. Je veux dire, Amazon, en 98, ils commençaient, ça leur a pris 15 ans pour être profitable. C'est quand même long, hein. Mais là, ça va beaucoup plus vite. Et concrètement, comment est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, par où commencer avec cet outil si je suis un patron de PME? Alors, moi, j'ai un seul conseil à vous donner. Qui c'est dans la salle qui a un compte ChatGPT payant, ou Gemini ou un autre? Levez la main. Payant, on a. Payant. Alors, je ne sais pas en ligne combien on. Quelqu'un peut écrire. Levez la main en ligne. Et on a un bon tiers. Ok. Hein. Qui c'est dans la salle qui a un compte ChatGPT à $200 par mois? Voilà. Donc en fait, vous pensez que vous savez. Oui, moi. Ouais. Un. Donc en fait. Et c'est quoi la différence? Moi j'en ai un, mais la différence pas à est $200. immense parce qu'en fait, le nombre de crédits que vous avez n'est pas du tout la même. Donc si vous dans ChatGPT, vous avez plusieurs cerveaux. Il ne faut pas le voir comme un outil. Ça, c'est les fadaises. Il faut le voir comme un apprenti, un assistant, un employé. En fait, c'est une entité qui va refaire votre stratégie, qui va vous aider dans tout ce que vous faites. Si vous avez cette version à $200, vous pouvez travailler avec le modèle O3 et vous avez beaucoup plus de crédits. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience quand vous demandez quelque chose à ChatGPT, il ne finit pas? Il dit oh, dis-moi si tu veux que je finisse. Puis tu lui dis ouais mec, vas-y, finis. Ouais, il finit pas. Ça, c'est parce qu'il n'y a plus de Tintin. Alors, ce que je vous recommande, c'est prenez l'espace d'un mois. Maintenant, c'est l'été, juillet, août. Hein, on va à la plage, on s'ennuie. Donc, prenez un abonnement à $200 et utilisez-le, mais à fond les ballons. Vous verrez, une fois que vous y êtes allé, vous ne pouvez plus vous en passer. Ne croyez pas que parce que vous utilisez un modèle, soit gratuit, si vous ne jouez pas entre les différents modèles, en fait, vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Il faut s'habituer à cette espèce de petite mort intérieure parce que vous êtes confronté à une entité qui a un niveau PhD dans la plupart des activités humaines, qui parle 90 langues, dont le ourdou et le farsi, moi pas. Voilà, c'est à la fois un neurologue et puis un écrivain qui peut imiter Rimbaud, je veux dire ça, hein, et en italien, et qui vous parle en anglais avec un accent du Bronx. Je veux dire, c'est une entité qui est nouvelle. Voyez-le en fait comme un assistant, comme une personne plus qu'une chose. À la fin, c'est vous qui êtes maître de cette affaire, mais il ne faut pas se contenter de lire ce qu'on trouve dans les journaux. Il faut en faire l'expérience. C'est une expérience physique. Alors, il faut aussi lire ce qu'il y a dans les journaux. Aussi, pardon. Mais... Sauf la GFI, bien sûr. Bien sûr. Mais dans l'entreprise, qui prend cet abonnement à $200? Qui fait vraiment ce travail? C'est forcément le CEO ou... Comment est-ce qu'on organise ça concrètement pour qu'on puisse en récolter les fruits? Moi, j'ai une méthode assez simple qui marche bien.
c'est pas facile et je m'en excuse d'avance auprès des C-level. Il faut que les boards et les C-level se remettent au boulot. C'est pas un truc que vous allez déléguer à des consultants, à je sais pas qui. Ce qu'il faut faire, c'est prendre cet abonnement et l'utiliser. Et moi qui étais CEO pendant plus d'une décennie, je sais comment c'est. La vie de CEO, c'est une pile d'ennui. Ouais. Et on n'ouvre plus une porte. Voilà, on dit oui, fais ci, fais ça. Oui. Non, c'est trop cher, arrête, non, on le vire. Il faut faire à nouveau, il faut vous remettre en mouvement. Très, très important. Si vous ne le faites pas vous-même, vous loupez le train, c'est sûr et certain. Et la deuxième chose, c'est vous offrez un compte à tous les employés sans aucune exigence. J'insiste, il ne s'agit pas de venir micromanager les gens, c'est déjà un choc assez grand. Vous leur donnez cette espèce d'assistant personnel et vous laissez faire. Parce que le but pour un entrepreneur avec l'arrivée de l'IA, c'est de bénéficier des gains de productivité. Les employés vont plus vite, ils font mieux, mais pas forcément pour vous. Donc, il faut arriver à capturer ces gains de productivité, c'est ça l'enjeu. Delphine, vous voyez des entreprises faire comme ça, faire comme le suggère Pascal, des abonnements à tout le monde, et puis débrouillez-vous, faites ce que vous voulez, réservez vos vacances avec, plutôt que de travailler. Oui, alors je ne connais pas toutes les entreprises dans le détail et elles ne me confient pas toutes ce qu'elles font avec l'ensemble des collaborateurs. Il y a des entreprises qui sont très partantes. Ça vient d'où? Pourquoi très partante finalement? C'est parce que le patron il faut vraiment que le patron soit partant ou c'est autre chose? Oui, je pense dans tous les cas. Après, j'ai aussi lu, ça je ne tire pas de mon expérience avec le tissu économique, mais je crois que 50% des collaborateurs utilisent ChatGPT en cachette. Donc ça montre que... c'est peut-être pas très bon pour la sécurité des données, non, le stockage. À 200 $, on a nos données qui sont sûres quelque part? À 20 aussi. À 20 aussi. Et puis, si c'est sûr pour l'UBS... Voilà, je pense aussi que... Demandez à ChinaIQ, ChinaIQ, c'est ça? Non, je pense aussi que ces questions de sécurité, c'est peut-être aussi... alors, elles existent, hein, elles sont ultra importantes, c'est pas du tout ça mon message. Mais le message, c'est qu'il faut... c'est difficile de y aller, parce qu'en fait, c'est un tel changement de paradigme, c'est une remise en question de tout ce que l'on fait au quotidien, qui en fait, n'ayons pas peur des mots, est mieux fait par la machine. Alors, bien sûr, il y a une interaction à avoir. Mais des fois, la sécurité, c'est peut-être un frein à ne pas... y aller vraiment, parce que comme le souligne Pascal, en fait on doit commencer à faire et parfois à refaire suivant les fonctions qu'on a pu avoir, et ça c'est difficile de temps en temps à avaler. Ouais, Xavier Ouais, alors moi je suis surtout les boîtes qu'on a dans le Jura, et c'est donc vraiment un peu la première industrie, hein. Et il y a une petite entreprise, Louis Belay à Porrentruy, qui fait des outils pour les machines-outils. Et le chef de la R&D, c'est un type assez intéressant, qui a fait un apprentissage et qui est monté tous les échelons. Il n'a pas fait les PFL. Mais il fait des machines, hein, il invente des machines. Et puis, dès le moment où il a trouvé le premier des agents, l'agent conversationnel, les chats GPT, etc., il s'est mis à écrire. Il n'écrivait jamais rien. Il écrit à tout le monde, il documente son travail, tout ça. Et puis le patron, un jour, m'a dit, mais Xavier monte, il y a un problème. Il nous emmerde, il envoie des emails à tout le monde, il écrit sans arrêt. Et je vais le voir, et en fait, il me dit, mais Xavier, arrête de m'embêter. C'est la première fois de ma vie que j'écris sans faute d'orthographe. Avant, je faisais 5 fautes par ligne. J'écris toutes les langues. Ne m'emmerde pas, laisse-moi. Et puis j'ai dit, ouais, mais tu pourrais aller un peu plus loin. Eh bien, il m'a dit quoi? Eh bien, j'ai dit, derrière ce qu'on vient de discuter maintenant, il y a tous les autres agents. On peut programmer sans code, no code, des agents aujourd'hui. Donc, j'ai dit, mais programme, fais quelque chose d'utile pour tes machines. Et donc, il s'est mis à programmer. Le premier de ces programmes, un gars qui n'a jamais fait aucun programme. Il faudrait quand même expliquer, hein, comment est-ce qu'il peut se mettre à programmer s'il n'a pas fait le PFL. Mais parce que les agents, vous racontez ce que vous voulez que l'ordinateur fasse. Qu'est-ce que c'est qu'un agent? C'est quoi l'agent? Un agent comme un agent de ChatGPT. C'est un ChatGPT auquel vous faites un long prompt, si vous voulez, mais ce prompt, c'est un agent. Et vous lui dites, je veux que tu fasses ça, 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 ça. Comme un algorithme, comme une recette de cuisine, si vous voulez. Et donc, il a fait ça. Comme un long prompt, mais sauf qu'après ce prompt, la machine va le transformer en Python et l'exécuter. Et il a fait un truc tout bête, hein, mais c'est pour montrer à quel point ce monde s'est ouvert à lui. Il a fait un système pour prendre les températures extérieures et intérieures de l'usine. Parce que les machines qu'il utilise toute la journée sont très dépendantes de la chaleur.
Et donc, il y a des réglages, et il a fait ça. Alors maintenant, c'est des réglages pour l'opérateur, hein, c'est l'opérateur qui fait les réglages finaux, mais c'est la machine qui lui dit comment il faut régler. C'est extraordinaire. Donc, le gars ne savait pas écrire sans faute, ne savait pas les langues étrangères, il parle japonais couramment maintenant, et il ne savait pas programmer. 6 mois. Alors maintenant, retenez bien cette leçon. Dans vos entreprises, plus un projet ne doit passer les 6 mois. Si votre équipe dit « on va mettre ça en point, il nous faut un budget pour 2 ans », vous refusez. C'est fait en 6 mois ou c'est pas fait. Il y a une accélération autorisée avec les agents, qu'ils soient conversationnels ou autres, qui est invraisemblable. Donc, il faut foncer. Si vous ne foncez pas, c'est trop tard. C'est déjà trop tard pour vous. Bon, au moins une chose que vous aurez apprise pendant cette table ronde, c'est qu'il est peut-être déjà trop tard. Là, je pense que le décor est posé, on voit que ça concerne plein d'entreprises, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on investit? Je retourne vers vous, Pascal. Vous avez porté vos lunettes, c'est bien, parce qu'en préparant cette table ronde, vous avez chaussé d'autres lunettes, une lunette d'atomes, une lunette de bits. Expliquez-moi comment cette intelligence artificielle pourrait changer la manière dont on définit où investir, comment investir. Alors, je me suis posé la question pendant un bon moment sur la manière en fait de classifier ces entreprises et puis de voir comment elles allaient pouvoir soit bénéficier, soit être prétéritées par l'arrivée de l'IA. Et en fait, l'analogie que j'utilise, ce sont les bits et les atomes. Les bits, c'est donc l'unité de stockage, les 1 et les 0 pour l'information. Donc en fait, l'exemple d'un business qui est dans les bits, c'est je traduis du français en anglais. D'accord, je suis traducteur, je travaille à la maison, on me donne une page A4, je la traduis. Ça, c'est fini. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est même pas la peine de lutter. Puis après, il y a les atomes. Je fabrique des chaises, je fabrique des onduleurs comme Studer Innotech, c'est des gens que j'accompagne pour ça, ou Nestlé. D'accord, Nestlé, en fait, ils font de la moutarde, de la mayonnaise, enfin, toute une série de choses. Et en fait, j'ai fait un post il y a à peu près une année où les gens râlent hein, sur la performance du stock de Nestlé. Je pense que Nestlé, ça va être un des grands gagnants de l'IA. Parce qu'en fait, imaginez-vous que vous devez gérer une multinationale qui est présente sur, je sais pas, plus de 100 pays. Oh my goodness, je n'ai jamais travaillé chez Nestlé, mais vous imaginez le processus budgétaire? Non, mais, oublie. Donc il te faut des milliers de gens, c'est très compliqué, ça met en place de la politique. Mais en fait, que fait Nestlé à la fin? Mayonnaise, Tommy, moutarde, Kit Kat, je sais pas. Donc des œufs, du chocolat, voilà. De l'huile. En fait, il fabrique des choses. Il est peu probable qu'on s'arrête de se nourrir, d'accord? Mais qu'est-ce qui va arriver à Nestlé ou à Studer Innotech qui fait des onduleurs qui mettent derrière les panneaux solaires? C'est une boîte qui est à Sion, qui fabrique tout en Suisse, extraordinaire. Bon, ils fabriquent leurs onduleurs, Nestlé fabrique sa moutarde. Mais autour, il y a du marketing, il y a la comptabilité, il y a la finance, il y a la gestion des commandes, il y a le service client. Et pour Studer Innotech, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est en fait, eux, ils vendent ça dans tous les pays du monde, hein, en Papouasie, parce qu'ils c'est des appareils extrêmement robustes. Et puis vous imaginez bien qu'ils ne sont jamais dans le bon fuseau horaire. Donc le mec, il appelle à Sion, oui, je vous écoute, ça ne marche pas. Là, vous avez, par exemple, avec les technologies de Google, vous pouvez faire un Google Meet et vous êtes traduit en temps réel. Donc vous parlez toutes les langues, en fait. Vous. Et puis en fait, vous n'avez pas besoin de parler. En fait, vous allez entraîner un bot qui va répondre mieux que vous. C'est là que c'est un peu vexant. Mais en fait, il le fait H24, à Noël aussi, etc. Et ce que ça veut dire, c'est que les entreprises qui ont finalement le plus de potentiel de croissance, ce sont celles qui sont paradoxalement le plus éloignées de ce qui est immatériel. Absolument clair. C'est-à-dire les entreprises qui sont vraiment dans les atomes, qui fabriquent des choses, qui rendent service, qui installent des trucs que vous pouvez toucher, ils vont faire un carton parce qu'ils vont devenir incroyablement plus efficaces et qu'ils vont être de nouveau gérables. J'ai un peu le sentiment que si vous prenez le job de patron de Nestlé, ils essayent les uns après les autres, c'est difficile. L'IA, ça va tout changer. Bon, ils n'ont pas quand même tout échoué. Non, je ne dis pas qu'ils ont tout échoué, mais ce n'est pas une tâche facile. Mais l'arrivée des agents IA et de la possibilité de gérer l'information, ça va les transformer. Donc, moi, j'investirais dans les atomes, d'accord, quand il y a quelque chose qu'on peut toucher. Et puis, quand il s'agit que de la couche informationnelle, ouf. Attention. Prudence. Atomobit. Ce que Pascal dit est très inspirant parce que, en fait, vous avez un critère maintenant en tant qu'investisseur.
Si c'est juste ce qu'il dit, on va assister à un downsizing de toutes les entreprises. Alors, critère d'investissement, si l'entreprise ne vire pas ses gens, n'achetez pas. Le marqueur de l'entrée de l'IA, c'est le downsizing. Ouais. C'est gonflé de le dire. On ne pourrait pas imaginer qu'elle croît davantage et comme ça elle garde aussi ses employés. On peut croître. Non, ça ne marchera pas comme ça. Vous allez commencer par virer, comme Microsoft a fait, 8000 IT guys. Vous dites, c'est comme ça que ça va se passer. UBS va virer ses IT. On n'a pas le choix. Donc il y aura dans un premier temps, et là, quand vous voyez les mecs en train de virer, vous achetez. Hein? Ou vous me téléphonez. Non, mais c'est le seul critère. On les verra comme ça. Et même Nestlé va commencer à virer ses gens. Puis après, dans un second temps, on aura la croissance. Mais parce qu'ils sont obligés de faire une chose qu'on n'a pas encore aussi dit, pour la première fois, l'IA va amener des marges comme on n'a jamais vu. Jamais vu. Des marges comme on n'a jamais vu. Il y a juste les horlogers qui ont des marges à 30%. Personne d'autre. La pharma, hein, il me semble. La pharma, les horlogers, et puis Nespresso. On revient à Nestlé, ce qui fait dire quand même qu'ils n'ont pas... Non, vu... mais les marges sont vraiment la cible de l'IA. Hein, c'est les marges, rien d'autre. Ce n'est pas l'augmentation du chiffre d'affaires. On est sur les marges. C'est ça le critère. Donc, vous le verrez très vite. Et donc, si on regarde le portefeuille avec ce critère, Atome, BID, Delphine, est-ce qu'il y a vraiment des entreprises de l'atome qui restent complètement coupées de l'IA ou qui ne comprennent pas ce potentiel et puis les verreries de Saint-Pré. Non, après, on peut avoir une activité pour l'art de l'activité. Ça restera. Il reste toujours des chevaux alors que l'automobile existe. Mais je pense, sincèrement, en décortiquant un petit peu le bouleversement et ce changement de paradigme dû à l'intelligence artificielle, il y a quand même peu d'entreprises qui n'est pas concernées par ce bouleversement. Effectivement, les atomes, il y a du gain de productivité à faire. Ceux qui étaient entre les deux, ils trouveront encore un petit bout. Puis effectivement, ceux des bits, ça a déjà commencé. Hein. Les traducteurs n'existent pratiquement plus dans l'économie. Ils sont sous forte pression. Est-ce que l'interprète, peut-être lui, il a encore un... Il y aura des niches, il y aura toujours des niches, ça je le pense. Je reprends l'exemple du polo, c'est ça? Ouais. Qu'il faut 5 chevaux, je crois, pour une compétition par personne, c'est une niche. Ouais. Les concurrents des entreprises suisses, est-ce qu'elles ont compris cela aussi, ou on est les seuls à réaliser que même dans l'industrie, il faut se mettre à l'IA, ou est-ce qu'il y a des pays qui sont plus alertes que nous? Les Chinois. Plus que les Américains, même. Je dirais les Chinois, oui. Parce que pourtant l'IA vient quand même beaucoup des États-Unis. Elle est copiée, réinventée par la Chine, mais après. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, suite à l'article d'aujourd'hui, qu'on a de la chance de ne pas avoir Google en Suisse. Mais j'ai réfléchi longuement à ce qu'il disait, parce que c'est bizarre, c'était un peu l'espoir d'avoir une start-up qui devienne Google. Les politiciens auraient aimé ça. Mais on ne l'a pas eu. Et puis, en fait, si je réfléchis bien, les merveilleuses 7, là, je sais pas comment ils les appellent. Les 7 magnifiques. Hein. Elles écrasent tout sur le sol américain. Elles écrasent tout. Elles rachètent. Là, il y en a une qui fait des données, se font racheter. Enfin, c'est l'horreur. Et je me suis dit, mais nous, on n'a pas ça. Et donc, pour la prochaine vague de l'IA, celle du last mile dont tu parles, c'est ça qu'il nous faut. Un terrain où il n'y a pas ces géants. Où on peut faire marcher notre malice, notre compréhension des problèmes, le côté terre à terre. Et incrémental, qui est quand même notre force. Et je pense que Google ne va jamais aller dans l'usine en face de chez moi. Jamais aller à Port-Entruy. Ils ne savent même pas que ça existe, Port-Entruy. Bon, moi, j'ai découvert Port-Entruy en essayant d'aller à Bâle, puis je me suis trompé. Avant de vous passer la parole dans quelques instants, encore une ou deux questions. Pascal, je viens à vous. Vous avez l'air d'avoir, avec votre application à $200, beaucoup de pouvoir. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour analyser un portefeuille? Est-ce que vraiment on peut aussi exploiter ChatGPT ou un autre Atome. Atome, Bit. Alors absolument. Je dirais qu'il y a deux choses. Les atomes et les bits, c'est un modèle très simple, mais qui est utilisable. S'il faut quelque chose pour pouvoir lire le réel. Je pense que ce que Xavier proposait, le downsizing, c'est aussi quelque chose d'important. Et en tant qu'investisseur, ça va vous donner une difficulté supplémentaire. Parce que
Si moi j'investis aujourd'hui, je dis ouais, vraiment, ils ont quand même 10 000 employés, c'est pas mal, ça looks great, right? Telegram, c'est un équivalent de WhatsApp, ils sont 30. 30, ça fait ces sièges-là. Et ils ont 1 milliard de clients. Il faut s'accrocher, hein. 30 personnes, 1 milliard de clients. Donc si vous voulez, les critères qu'on applique de manière usuelle pour comprendre si une entreprise est solvable, pérenne, qu'elle a un futur ou pas, ils vont complètement changer. La taille, à mon avis, c'en est de moins en moins un. Et puis, il y a une troisième chose que je recommanderais pour analyser un portefeuille. C'est peut-être le plus dur, donc il faut faire ça un jour où vous êtes en forme. C'est qu'il y a quelque chose que vous pensez certainement bien faire. Vous vous imaginez que vous êtes terriblement malin, vous avez acheté un peu d'or, des stocks UBS, blablabla. D'accord? Vous ne l'avez pas fait parce que vous vous êtes dit, tiens, c'est vraiment stupide, je vais faire ça. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée. Alors maintenant, prenez votre portefeuille, vous allez dans ChatGPT ou dans Google Gemini 2.5 Pro, un des deux, et vous appuyez sur le bouton Deep Research. Et là, vous lui décrivez votre vision exacte de pourquoi vous avez ce portefeuille. Mais vous pouvez lui parler de vos ennuis parce que vous devez vendre un chalet pour payer des traites ici. D'accord, si je suis prêt à prendre des risques ou pas. C'est tout. Vous lui racontez votre vie et vous expliquez pourquoi vous faites ça. Et vous lui demandez si cette stratégie tient la route et comment il l'améliorerait. Je vous parie mon micro qu'il vous proposera des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé. Et c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que j'appelle ça faire, muter, réinventer. C'est parce qu'en fait, il y a une petite mort parce qu'il faut s'habituer à confier ça à son assistant de luxe et de se faire dépasser par la machine et l'ordinateur. Mais si vous jouez aux échecs, vous savez qu'on perd depuis longtemps. Ben, c'est ça qui se passe dans l'investissement. Je pense qu'en fait, les humains n'ont aucune chance. Les Garry Kasparov de l'investissement sont des faits, mais quand même, on parle aussi des hallucinations. Est-ce qu'à 200 $, on hallucine plus qu'à 20 ? Alors, le gros problème aussi qu'il y a, c'est que dans toute cette littérature, en fait, les universitaires sont un peu énervés parce qu'en fait, c'est plus eux qui ont les joujoux de pointe. Parce que Google investit cette année 75 milliards en CAPEX. Enfin, ça fait quand même pas mal. 75 milliards en une année, j'entends. Hein. Microsoft de même, Amazon aussi. Donc, quand vous êtes à l'université, vous n'avez plus les machines de pointe. Et chaque fois que vous lisez une étude qui a été faite par Stanford, Harvard, c'est un modèle d'il y a une année. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le site... Ça ne rentre pas dans le cycle des 6 mois dont vous parlez. C'est ça. Si vous connaissez peut-être le site Mensa, c'est un site où tu peux aller, puis ils te font un petit test de QI, ça vaut ce que ça vaut, ça ne définit pas l'intelligence humaine, holistique, ok. Mais quand même. Eh ben, si vous mettez en fait ces IA face à ce test de QI, en 11 mois, on est passé de 90 à 140. Il faut avaler le truc. Ça veut dire qu'en fait, dans quelques mois, vous aurez Einstein à vos côtés. C'est un peu vexant. Pensez aux échecs. Donc ceux qui ne l'ont pas seront mal. Merci Pascal. On a une douzaine de minutes pour des questions dans la salle. Ou bien, j'en vois aussi qui arrivent dans le chat. Donc on peut commencer. Il y a des micros également qui sont à disposition comme ça. On pourra bien vous entendre. Il y a un monsieur devant qui lève la main ici. Le micro arrive vers vous au deuxième rang. Ouais, vous vous levez formidable. Merci. Est-ce qu'il y a déjà une deuxième question de ce côté de la salle? Merci. Ma question s'adresse à M. Eichenberger. Parlez bien dans le micro, comme ça oui. on est sûr de vous entendre. À monsieur Je vous laisse juste vous dire votre prénom. Pierre. Pierre. Bienvenue Pierre. Vous avez bien vendu les 200 $ par mois de... Oui, il y a un intéressement, Pascal. OpenAI. Comment réagissez-vous à ce qui s'est passé la semaine dernière, à peu près dans les 10 derniers jours, où il y a eu plusieurs pannes d'OpenAI et l'arrivée du dernier modèle de Weifeng, donc DeepSeek, qui est gratuit, open source, et qui, d'après les tests et d'après mes constatations nombreuses, parce que je passe beaucoup de temps là-dessus, est supérieur à OpenAI. Merci pour votre question. Alors, merci pour cette question. Il y a évidemment toute une industrie de l'intelligence artificielle en Chine. Ce sont les deux grands pôles, l'Amérique du Nord et la Chine. Il ne faut pas du tout sous-estimer en fait l'industrie chinoise, qui est absolument excellente, et les modèles open source, à terme comme Linux, finiront par gagner. Ça, je le pense. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une course. C'est la course à l'échalote. Si vous avez le temps de vous intéresser à ces modèles open source, d'y passer du temps et de les installer les uns après les autres, c'est un champ de découverte qui est merveilleux.
Maintenant, si vous êtes à la tête d'une industrie puis que vous faites des vannes ou que vous faites des panneaux solaires ou de la moutarde, ben vous avez d'autres chats à fouetter. Et ce dont vous avez besoin, c'est en fait d'un industriel qui vous dise « Bon ben Coco, ils ne sont pas tous les jours les premiers, d'accord, mais en fait, ils restent dans la course. » Donc il y en a 2, 3. Personnellement, si vous me demandez, mon pronostic, c'est que Google va gagner. Je pense qu'en fait, ils ont les meilleurs technos, ils ont l'infrastructure, ils ont les moyens. Mais pour un industriel, je pense que c'est beaucoup plus simple de s'adresser à un autre industriel qui fait le taf, mais vous avez parfaitement raison. Il y a toute une série de petits modèles open source de tous les côtés. Alors, les modèles fermés chinois, je dois dire que moi, comme ça, à l'instinct, j'aurais un tout petit peu moins confiance dans la capacité à ne pas utiliser vos données. Et puis, il faut avoir le temps d'installer un modèle open source. Si vous avez le temps de le faire, c'est un champ merveilleux. Alors, peut-être un suivi, mais il faut qu'il y ait le micro, parce que sinon en ligne, on ne vous entendra pas. Est-ce que de ce côté de la salle... Non, parce qu'en ligne, en fait, on ne vous entend pas. C'est pour ça, c'est important. Il y a au moins autant de personnes qui nous écoutent sur le web. Juste par rapidement, oui. DeepSeek. Parlez bien je ne défends pas les Chinois, évidemment. Mais bon, évidemment, on peut. Ils sont open source et ils sont plus industrialisés qu'OpenAI, dans le sens que vous pouvez vous adresser à leur site, leur serveur DeepSeek, ce qui pose un problème, c'est vrai, par rapport à vos données et par rapport à certaines questions que vous posez qui sont filtrées, mais dans les heures qu'on suivi, cette version open source a été installée chez plusieurs grands industriels opérateurs de l'IA en France, aux États-Unis, qui, eux, ont mis à disposition leur modèle DeepSeek sans les données d'entraînement et sans les problèmes de données qui appartiennent évidemment aux opérateurs. Alors, un rapide suivi, Pascal. Écoutez, je résumerai ça, c'est la course à l'échalote. En fait, il faut essayer d'utiliser les meilleurs modèles avec le moins d'ennuis possible. Merci. On peut prendre d'autres questions dans la salle. Qui lève la main au tout premier. Alors, on va aller au tout premier rang, s'il vous plaît. Monsieur avec une chemise bleue. Voilà, le micro arrive vers vous. Pendant que le micro arrive, j'en lis une qui est arrivée en ligne. On parle d'OpenAI et de DeepSeek, mais à quand une IA souveraine, Xavier? Ça, c'est aussi votre sujet, là. Pourquoi pas une IA souveraine Non, mais on a des... En fait, il parlait de DeepSeek, mais c'est du lama, hein, tout ça. Ils ont tous downloadé. Vous avez remarqué une chose qui est marrante dans ces agents conversationnels, ils ont tous la même structure. Et ils sont tous issus du même prof de Toronto. C'est tout la même chose. Alors, ils les ont adaptés, ils les ont nettoyés. Pourquoi pas alors une IA ici à l'EPFL? Il y en a une à l'EPFL. Il y en a une à l'Université de Genève. C'est pas compliqué. Elles sont en open source, vous pouvez la downloader, il y a un peu du fine-tuning, il y a pas mal de boulot, mais ils en ont une. On peut en mettre n'importe où. Donc, c'est pas, je suis d'accord avec toi, Pascal. On s'en fout. C'est pas tellement important. On a quelque chose à disposition, on y va. C'est la prochaine vague qu'on cherche, nous. C'est la vague des Suisses, hein. Nous ne sommes pas un pays de la matière première, on est un pays de la transformation. Concentrons-nous sur comment est-ce qu'on peut transformer. Le dernier kilomètre qu'évoquait Delphine. Monsieur, votre question. C'est Delphine qui a raison. On vous écoute. Bonjour, Thomas Porcher, enchanté. Merci pour votre présentation. Petite question, est-ce que selon vous, les modèles d'apprentissage académique vont changer à moyen long terme? Académique, ça veut dire est-ce qu'on apprend à l'école? Est-ce que les tables de multiplication seront toujours apprises, les langues, etc. Delphine. En quelques secondes, on peut parler chinois. Qu'est-ce qui va changer? Les modèles académiques. Comment on apprend à l'école? Sincèrement, j'espère qu'ils vont changer. Le diplôme que vous avez vaut rien. Mais changer... Peut-être pas grave. Alors, non, juste encore, Delphine, vous espérez que ça va changer, mais changer de quelle manière? Mais je pense qu'elle va changer par les individus, et ça a déjà commencé. Aujourd'hui, on a accès à un savoir et une connaissance qui est accélérée depuis quelques années. Et
individuellement, on peut vraiment avoir accès à tout ce que l'on souhaite, ce fameux Einstein. Donc je pense que c'est individuel. Peut-être juste un tips là-dessus, parce que je comprends l'angoisse, hein, mais moi je pense tout à fait comme Xavier que ça va faire chip, boom, ça prendra du temps, c'est pour beaucoup de gens. Mais je vais vous raconter une anecdote dans une entreprise réelle, donc une fiduciaire. Donc là, on n'est pas ça travaille serré. Et en fait, il y avait 2 personnes, quelqu'un de très très expérimenté, la soixantaine, pas un mot, parle pas, et puis un jeune de 21 ans, avenant, à l'aise avec les technologies digitales, 2 smartphones sur lui. Je me suis dit, bon, ben, le jeune, ça va se faire en 2 secondes. L'autre là qui parle pas, on va y aller tranquille. Ce monsieur expérimenté, il a complètement réinventé son job. Il s'est mis à coder. Il code des macros dans Excel. Il a automatisé cette fiduciaire. Il est l'homme le plus heureux du monde. Il réinvente une nouvelle jeunesse comme ça. Parce qu'il avait la compétence pour le faire. Parce qu'il a enfin pu se libérer. Et le jeune, rien à faire, paralysé, il ne peut pas. Pourquoi ? Parce que ce jeune homme, en fait, il est en train d'essayer d'apprendre son métier. Il ne sait pas faire la compta. D'accord ? Il n'a pas d'expérience. Et moi, je pense que ça va être la grande revanche des seniors. Je ne dis pas ça parce que j'ai les cheveux gris, mais quand même. Attends, une autre histoire. On est les trois. Rapidement, aussi, encore des questions à prendre. Non, mais c'est la même chose que cette histoire. On est les 3 au Japon. Ouais. Puis ma femme me dit, va m'acheter ça. On trouve le magasin, c'est elle qui le trouve sur Google. La vendeuse ne parlait pas un mot ni d'anglais ni de français, bien évidemment, et pas de roman. Et alors, on prend l'iPhone et on lui parle en japonais. Elle nous a répondu en japonais et on s'est échangé comme ça via l'iPhone. Terminé. Donc les cours de langue, tu oublies. Tu n'en prends aucun. Peut-être apprendre quand même au moins en apprendre une, quoi. Mais tu parles couramment toutes les langues étrangères. D'accord. Un bon exemple. Monsieur, allez-y, vous avez le micro, je crois. Hein, ouais. Bonjour. Vous parliez avant... Votre prénom, juste ? Oui, alors Samir. Merci. Vous parliez avant des modèles open source ou ChatGPT Pro pour 200 francs par mois. J'ai eu l'occasion de rencontrer des négociants de matières premières à Genève qui disaient en fait d'être directement en connexion avec OpenAI et de développer leur propre modèle d'intelligence artificielle. Pourquoi en fait s'intéresser à un modèle à 200 francs quand on peut avoir un agent conversationnel personnalisé et directement au centre de l'activité ? C'est bien vu. C'est bien vu. Il y a une raison assez simple, c'est qu'il faut être quand même un peu blindé, n'est-ce pas ? Ouais. Non, mais si tu le fais, c'est mieux. Bien sûr. Si vous êtes BlackRock ou négociant en matières premières et que vous faites 1 milliard par année, bien sûr que c'est un autre level. Hein, ça, c'est le prochain step que tu proposes. Mais on ira là. Tu as raison, sur toute la ligne. Merci pour votre question. Encore une question. Au premier rang. Il n'y a pas un deuxième micro là comme ça. Ça ira peut-être un petit peu plus vite. Merci. Elle est relax. Hein. Merci beaucoup. Elle travaille chez Swissquote. Alors bonjour, comment va-t-on pouvoir... Votre prénom, comme ça. Pardon ? Votre prénom, s'il vous plaît. Édouard. Bonjour, Édouard. Bonjour. Alors, comment va-t-on pouvoir continuer à entraîner nos IA alors que nous avons bientôt plus de data disponible publiquement et tout en respectant notre vie privée quand même ? Et est-ce qu'on peut déjà générer des données synthétiques ? Ouais. C'est ça, là. Merci pour votre question. Qui veut répondre ? Alors, c'est fait. Pascal. C'est fait. C'est fait, c'est-à-dire ? C'est fait. Les modèles sont entraînés, on a tout utilisé. Pas du tout un problème. Mais pour les améliorer. Non, mais les données synthétiques, c'est quoi ? On synthétise d'autres données. Ouais. Ça va très bien. Et puis, il va se passer autre chose. En fait, ça, c'est en train d'arriver. C'est qu'en fait, ces modèles de langage, ils font 2 choses. La première chose, c'est qu'en fait, c'est un moyen de stocker l'information. La deuxième, c'est un moyen d'échanger avec les ordinateurs en français, en anglais, en oursoux, en farsi. OK, cool. Donc ça déjà, ça change le monde, même s'ils ne progressaient plus. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, ils vont intégrer ce qu'on appelle les robots. Ils sont déjà dans les voitures. Ouais. Ils vont, comme le disait Xavier, en fait, c'est la multimodalité, c'est l'image, la vidéo, le son. Donc en fait, on va commencer à capter de la donnée parce qu'elles sont intégrées dans toute une série de choses. Donc, en fait, on va générer une quantité de données complètement faramineuse.
C'est ce que fait Tesla, si vous voulez. Ils ont des millions d'heures de conduite, et à force, voilà, moi j'ai conduit, je ne sais pas, peut-être 1000 heures. Mais ce sont des données propriété de Tesla, elles ne sont pas dans le domaine public. Moi je les partage avec Tesla pour la simple bonne raison que j'ai horreur de mourir en voiture. Donc en fait, s'ils améliorent le modèle, eh ben, tant mieux. Ça n'a aucune valeur, ce n'est pas mes données. Je veux dire, quel est l'intérêt de ne pas partager ça? Tu t'inquiètes entre données réelles et données synthétiques, c'est ça ton inquiétude? Mais tous les pilotes d'avion sont entraînés sur des données synthétiques. Hein. On le fait ça depuis toujours. Aucune importance. Je me permets de rebondir, excusez-moi, mais en quelques mots, parce qu'on est presque rendu au terme. Si l'IA synthétise ses propres données. Comment? Si l'IA synthétise ses propres données pour améliorer son propre système. Parlez bien près du micro. Si l'IA synthétise ses propres données pour améliorer son propre système. Oui, mais elle synthétise des données qu'elle a. Xavier, on laisse ensuite. Et alors, elle va finir par tourner en circuit. Qu'est-ce qu'on a fait avec la littérature? Qu'est-ce qu'on a fait avec la littérature? Un écrivain écrit avec ce qu'il a lu. C'est la même chose. Oui, mais là, il n'y a plus d'écrivain. C'est comme ça, la vie. On monte sur les épaules de celui qui était avant nous. Non. Toute l'éducation, c'est ça. Alors, le conseil que je vous donnerais, c'est de relire Michel Serres, qui a écrit en 2013 un très bel article à ce sujet, et il parle de la perte. Et ce n'est pas il y a si longtemps, mais à l'époque de Platon et Socrate, si on avait eu cette conversation, chacun et chacune d'entre vous aurait été capable de réciter notre conversation à la virgule près pendant des années. Chose dont moi, personnellement, je serais absolument incapable, je n'aurais pas de ce qu'on a dit au début. D'accord? Donc, on a déposé notre mémoire sur des papyrus, etc., et maintenant, des micros, des ordinateurs. D'accord? Donc, en fait, l'histoire de l'humanité, c'est d'externaliser des fonctions vers la technologie. Et là, en fait, avec l'IA ou l'ordinateur, celui qui ordonne, ce qu'on est en train d'externaliser, c'est plus seulement notre mémoire, mais notre capacité à raisonner, à synthétiser, etc. Et bien sûr, moi j'ai fait du latin. Oui. Et puis ça me donnait un certain prestige. Ben là, tu peux. Et alors, voilà, c'est vexant. Mais il faut s'habituer à la chose, prendre la perte. Et moi je pense qu'on va pouvoir construire un monde qui permettra d'élever beaucoup plus de gens. Qui sera beaucoup plus partageux. Je suis pas du tout donc un monde fait d'atomes. Hein. On a bien. Alors les atomes, moi, si vous avez des sous à investir, je vous recommande des atomes. On a dépassé le temps qui nous était imparti. Merci beaucoup à tous les trois. Xavier Comtesse, Manufacture Thinking, Pascal Eichenberg, on peut les applaudir absolument. Delete Brain et Delphine Sétier d'Alp City. Merci beaucoup à vous pour toutes vos questions et votre intérêt. Et je vais repasser la parole à Thomas. Thomas, Atome ou Bit, ça y est, il faut tout revoir.